Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer et Nali Pailleux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la deuxième saison d'Odile, le podcast. Tout au long de l'année, nous accueillerons des invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinformation à leur manière, journalistes, vérificateurs, décideurs publics, acteurs de l'éducation aux médias ou encore enquêteurs en sources ouvertes. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer la sortie de notre épisode mensuel. Et comme d'habitude, Nelly est avec moi pour accueillir nos invités. Bonjour Nelly. Bonjour Guillaume. Alors dans cet épisode, Nelly, nous allons parler multilinguisme et lutte contre la désinformation. C'est vrai qu'on a souvent tendance à associer francophonie aux locuteurs de la langue française, c'est dans le nom. Mais dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie et de ses 88 pays, la francophonie se caractérise aussi par le plurilinguisme de la majorité des locuteurs qui peuplent son espace. Les fausses nouvelles se diffusent aussi bien en langue locale qu'en français, et particulièrement en langue locale à l'oral. C'est le cas notamment dans les pays de nos trois invités, au Mali, dans la région des Grands Lacs, et en Guinée. Ils ont tous mis en place des stratégies pour les contrer, Nelly. Oui, effectivement, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous 3 personnes qui vont nous expliquer comment ils ont réussi à contrer la désinformation en langue vernaculaire, vraiment à la source dans chacun de leurs pays. Nous avons avec nous Aliou Diallo, vous êtes journaliste à Ben-Béré Vérif, qui est la cellule de vérification du média Ben-Béré au Mali. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mali, la population parle majoritairement le bambara. Et vous allez nous expliquer que les enjeux que cela représente pour vous, pour lutter contre la désinformation dans votre pays. Notons que Ben-Béré diffuse en 4 langues au total. Nous avons également avec nous Nadine Campiré. Vous êtes coordinatrice du projet Afia Amani Grand Lac, qui est basé en République démocratique du Congo, mais qui s'étend dans toute la région des Grands Lacs en Afrique. Vous produisez des bulletins d'information régionales sur la santé, la paix, la prévention contre les catastrophes naturelles, et vous diffusez en français, en swahili, en kinyarwanda et en kirundi. Vous combattez donc quotidiennement également la désinformation. Enfin, pour terminer ce panel, nous avons avec nous Sally Bilalisso. Alors Sally, nous avons eu le plaisir d'avoir un portrait de votre initiative l'année dernière, Guinée-Tchèque, dans la première saison de ce podcast. Aujourd'hui, vous allez nous parler de votre projet de partenariat soutenu par l'OIF avec Fotso Foncam, le projet EMIN, pour lequel vous avez parcouru le Cameroun et la Guinée afin d'outiller les journalistes pour lutter contre la désinformation en langue locale. Ma première question, je vais la poser à Aliou Diallo. À quel moment vous vous êtes rendu compte de l'importance de lutter contre la désinformation en langue locale, notamment au Mali ? Oui, et bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, ici, au sein de la cellule de vérification qui lutte contre la désinformation, les fausses informations de Ben-Béré Vérif, nous, on a très rapidement, dès le début, compris que les réponses qu'on apportait à la problématique de la désinformation au Mali avait des limites. Parce qu'au départ, on a essayé de faire comme les autres médias faisaient, en produisant que des articles fact-check, comme on les dit, en les rédigeant et en français et publiés sur notre site. Mais très rapidement, on a compris qu'on est dans un pays avec un contexte particulier. On a apporté une traduction dans les langues locales. Et cette traduction, d'abord, on a diffuser cette traduction-là sur les médias sociaux, notamment Facebook, avec une vidéo. Et on a compris que ça marchait beaucoup et que c'était des contenus qui étaient très bien consommés. Et après ça, on a migré maintenant de la vidéo uniquement sur les médias sociaux. On s'est dit qu'on a aussi au Mali une population qui forcément n'est pas sur les médias sociaux. Et c'est là où on a intégré dans notre dispositif les radios communautaires. Et là, on demande aux radios de traduire les contenus ou on traduit les contenus depuis nos bureaux ici à Bamako et on envoie ces sons dans les radios qui sont diffusées. Nadine Campiré, vous faites également de la production en langue vernaculaire, en langue locale. Quand on cherche à produire des contenus en langue locale, est-ce que le processus de production pour vous, c'est d'abord de le penser directement en langue locale ou est-ce que, comme on vient de l'entendre, vous traduisez des contenus existants ? Nous produisons d'abord l'information en français et ensuite nous le produisons en Kinyarwanda, Kiswahili et Kirundi.
D'abord, il y a des informations collectées au Rwanda qui sont soit en Kinyarwanda ou en anglais. Les informations collectées au Burundi en Kirundi. Donc, nous traduisons pour ces trois langues pour essayer de les dispatcher dans les pays pour que les communautés des différents pays qui ne parlent pas l'anglais, le français puissent avoir accès à ces informations. Sally, maintenant, votre projet EMIN, donc c'est un projet d'éducation aux médias et à l'information. C'est un projet qui est un petit peu différent de Benbere Vérif et de Afia Amani Grand Lac, puisqu'il ne s'agit pas de vérification des faits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous allez lutter contre la désinformation en faisant de l'éducation aux médias et à l'information en langue locale? Merci beaucoup, Nelly. Merci pour l'invitation. Et le projet d'éducation et information au numérique et au numérique se veut véritablement un outil de lutte contre la désinformation en Guinée et au Cameroun. Parce que nous avons compris au départ que ce que nous faisions uniquement sur nos différentes plateformes posait parfois des limites face à ce qu'on appelle la confrontation informationnelle. Parce qu'aujourd'hui, quasiment, elle est aussi linguiste. C'est-à-dire lorsque tous les outils qui sont développés sont destinés uniquement, soit en anglais, en français ou d'autres langues les plus parlées, mais il y a des langues locales que l'on utilise beaucoup plus aussi pour pouvoir créer des contenus assez inauthentiques, mais des contenus aussi qui ne sont pas véritablement en phase avec ce que nous voulons. Donc, pas des contenus sourcés, vérifiés et qui méritent quand même d'être diffusés. Donc, l'idée est venue à la suite de cet appel à candidature de l'Organisation internationale de la francophonie pour encourager les jumelages entre les pays francophones. Donc, la Guinée avait ses spécificités, le Cameroun aussi avait ses spécificités. C'est dans les échanges avec Fotso Fonka que nous avons compris qu'on nous avions en fait cet intérêt commun, c'est-à-dire l'usage des langues locales dans la lutte contre la désinformation. Donc, nous avons à date formé des journalistes, des acteurs de la société civile, mais aussi des influenceurs afin de lutter contre la désinformation. Et aussi et surtout, ce qui est prévu en fait toujours dans le cadre de ce projet, c'est la réalisation des tutoriels dans des langues locales. C'est-à-dire, au lieu de le faire, parce que tout ce qu'on voit uniquement, ça se passe en français. Et il y a une grande majorité de la population qui est oubliée à travers ce que nous faisons. Parce que si nous prenons la Guinée, l'analphabétisme, le taux est très élevé. Et donc, en faisant des tutoriels dans les langues locales, mais aussi surtout en outillant ce qu'on appelle les influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, nous avons pu outiller certains influenceurs qui, à travers cette expérience, ont pu quand même détecter certaines opérations de désinformation. Et à date, ils ont des groupes Facebook où on a des milliers d'abonnés. Ils ont aussi des groupes WhatsApp, des groupes Telegram où ils ont des milliers d'abonnés. Donc, pour nous, c'est indispensable d'utiliser ces personnes, c'est indispensable d'utiliser les langues locales afin de pouvoir toucher d'autres cibles. Je voulais vous poser la question, Nadine Campiré, dans la région des Grands Lacs, en quelle langue se diffusent majoritairement les fausses informations? Vous devrez d'abord comprendre que la région des Grands Lacs, les langues les plus parlées sont le Swahili, le Kinyarwanda, le Kirundi, un peu de Lingala. Ces derniers temps, on va se baser sur le contexte de la guerre entre le M23 et l'armée congolaise. Vous comprenez que le plus grand nombre de fake news se trouve à l'est de la RDC, au Rwanda et au Rwanda aussi. Et donc, les fake news qui se diffusent, les langues utilisées souvent sont le Kiswahili et le Kinyarwanda, mais aussi
du côté Burundi qui est frontalier au sud Kivu, en RDC, on utilise plus le Kirundi. Au fait, il y a les désinformations produites en français et souvent traduites par différents internautes. Si une partie du Rwanda est lésée, par exemple, un Rwandais infiltré dans certains groupes prend l'information en français et la traduit en Kinyarwanda pour essayer de monter la communauté rwandaise qui se trouvant au Rwanda ou soit dans l'est de la RDC et c'est vice-versa. Si une information est produite en Kinyarwanda, il y a un Rwandais qui connaît la langue, le Kiswahili, le français et un peu de lingala pour essayer de toucher la communauté congolaise, traduit cette fausse information et la diffuse dans la langue comprise du côté Congo. Alors, on va noter qu'il y a un phénomène intéressant dans chacun de vos 3 pays, c'est que la désinformation circule beaucoup par WhatsApp et sous forme audio, c'est-à-dire que ce sont des messages vocaux qui sont diffusés dans des groupes. Sally, est-ce qu'à votre avis, il y a une prime à la langue locale? En d'autres termes, est-ce que le fait de s'adresser au public dans sa propre langue, ça crédibilise un contenu, même si intrinsèquement, il est faux? Absolument, je crois aujourd'hui, nous assistons, pour moi, c'est l'un des phénomènes qui m'inquiète plus à l'orée des prochaines échéances électorales en Guinée. En fait, cette désinformation à travers l'utilisation des langues locales, parce que ça crée une sorte de légitimité au niveau de la désinformation, parce que la personne s'adresse dans une langue qui est commune, qui lui est familière, parce que donc on estime que là, on entend tout ce que la personne est en train de dire. Donc en Guinée, il y a aussi cette désinformation et très malheureusement, ce que nous, on constate, parce qu'on vraiment, on a une équipe de veille dédiée en fait sur différentes plateformes, ce qu'on constate, c'est que la tendance au niveau de la désinformation, c'est-à-dire des personnes qui font la désinformation avec les langues locales, ça prend plus de l'ampleur en termes de partage, en termes de réaction, mais aussi en termes d'interrogation dans les commentaires. Lorsque vous lisez les commentaires et vous écoutez ce que les personnes racontent, vous allez vous poser une seule question. Est-ce que nous sommes en train de faire assez pour contrecarrer ce phénomène? Parce que s'il s'agit en fait d'une vidéo en français, c'est très facile d'aller grappiller un lien déjà existant sur la question pour dire qu'écoute, ce que la personne est en train de raconter, c'est du n'importe quoi. Mais lorsque la personne s'adresse à une communauté donnée ou bien à une cible donnée dans une langue locale, mais en réalité, tu n'as pas directement là un contenu pour venir placer dans les commentaires pour dire que ça c'est faux, c'est ceci ou cela, ça devient un peu compliqué. Donc, pour revenir à votre question, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, et nous continuons à le faire, c'est de permettre aux citoyens et aux internautes de détecter en fait ces genres de phénomènes en faisant c'est-à-dire d'abord de s'interroger en fait sur l'identité de la personne qui parle. Parce que le plus souvent dans ce genre des opérations, ce que nous avons constaté, ces opérations sémantiques et de désinformation, ce que les personnes essayent de dissimuler qui parlent. C'est-à-dire on fait croire aux gens, peut-être c'est quelqu'un d'autre, mais en réalité c'est leur opinion. Donc c'est de savoir qui parle exactement. Pourquoi? Et si on partage, on prend souvent cet exemple, si on partage un élément beaucoup sur WhatsApp, vous allez voir cette sorte de signalétique qui montre que ça a été partagé plusieurs fois. Donc, de regarder tous ces éléments, ce sont là des éléments qui caractérisent une infox qui est largement répandue, une infox qui est largement diffusée. Mais l'autre problème aussi qu'on essaye de mettre sur la table, ce qu'il faut que les gens comprennent, les technologies ne vont pas résoudre tous les problèmes de la désinformation. C'est avant tout une question humaine. Les personnes qui créent, ce sont des personnes qui créent ces opérations de désinformation. Donc, essayer d'aller à la rencontre des personnes, sensibiliser, discuter, échanger, c'est-à-dire mettre parfois de côté les outils, humaniser en fait ce que nous sommes en train de faire,
Nous estimons aussi, c'est une autre opération qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'en réalité, les outils ne peuvent pas résoudre le tout. Donc, il faut vraiment humaniser ce qu'on fait, essayer de discuter en face avec ces personnes, avoir une sorte de cartographie de ces acteurs de la désinformation, parce que nous, on a déjà une petite cartographie de personnes qu'on essaie, parfois même ces personnes, on essaie de rentrer en contact avec elles pour leur dire, écoutez, vous êtes en train de dire ça, c'est pas ça, voici ce qui est vrai. On vous conseille vivement de ne pas trop vous aventurer parce que vous risquez de créer un embrasement, vous risquez de créer des incidents. Aliou, comment vous faites pour arriver à intercepter ces messages et pour contrer la désinformation qui circule à l'oral? Quand on a une publication à l'écrit, c'est plutôt facile, même si elle est supprimée, on a moyen de l'avoir dans des archives, on a moyen d'en avoir une trace. À l'oral, c'est plus compliqué. Quelles sont vos techniques à Ben Berry pour lutter contre cette diffusion-là? Alors, à Bembere Vérif, quand on a eu le besoin d'aller lutter contre les fausses informations qui circulent dans les langues locales et sur le groupe WhatsApp, au préalable, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos vérificateurs, à nos blogueurs, d'intégrer des groupes WhatsApp, de chercher à être dans ces groupes WhatsApp où la désinformation peut circuler. Donc, on a un certain nombre de groupes WhatsApp qu'on a cités parce qu'il y a des groupes WhatsApp qui agissent comme des chaînes. Parce il y a des groupes WhatsApp qui s'est créés sur des bases communautaires. Il y a des groupes WhatsApp qui se créent de façon géographique. Il y a des groupes WhatsApp qui se créent aussi par des associations qui représentent certaines communautés. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a intégré ces groupes WhatsApp et donc on est dedans. Donc, on suit les informations qui circulent dans ces groupes WhatsApp-là. Et donc, on peut répondre directement dans les groupes WhatsApp, mais aussi, on a la possibilité parfois d'être en contact direct avec la personne qui fait de la désinformation sur ce coup-là. Et donc, ça nous permet, nous, d'avoir une liste des acteurs, des personnes qui sont influentes dans les groupes WhatsApp. Vous allez voir un seul jeune, il y a 3, 4, 5 groupes WhatsApp dont il est administrateur et ces groupes WhatsApp sont remplis de personnes qui écoutent toutes les informations que ce jeune-là partage. Et si ce jeune-là, ça donne à de la désinformation, c'est problématique. Donc, par le passé, on a déjà même eu à identifier ces jeunes un certain nombre et organiser une formation avec eux, une rencontre, 3 jours de sensibilisation. Et en dehors de la capitale, on a été jusqu'à Mopti, c'est à plus de 5 km de Bamako, où on les a rencontrés pour non seulement leur montrer les outils qu'on utilise, parce que l'objectif, en montrant ces outils, c'est de les amener à faire confiance aux fact qu'on produit. Parce que si on explique le processus de vérification qu'on applique et qu'eux-mêmes, ils peuvent reprendre les mêmes procédures pour arriver au même résultat, ça permet d'instaurer la confiance par rapport aux résultats qu'on produit sur les vérifications qu'on partage et qu'on publie. Donc, on est dans le groupe WhatsApp, on suit ce qui s'y passe et on connaît un certain nombre d'acteurs avec lesquels on travaille, avec lesquels on discute, avec lesquels on essaye de débunker certaines fausses informations. Et donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous misez sur la bonne foi de ces acteurs-là qui transmettent plus par ignorance de la qualité de l'information qui propagent que par intention de nuire ou intention de propager cette désinformation. Exactement, parce que ils sont rares, hein. Sinon, la plupart d'entre eux, quand vous discutez avec ceux qui s'adonnent à ça, ils sont surtout victimes de la mésinformation parce que quand vous discutez avec eux, c'est des gens qui n'ont pas forcément, avant d'avoir reçu une information, qui n'ont pas forcément de recul par rapport aux informations qu'ils voient circuler sur YouTube ou sur Facebook. Donc, à la base, ce n'est pas, ils ne sont pas dans une logique pour la plupart. Pour la plupart, il y en a certains quand même qui ne font pas partie de ce lot, mais pour la plupart, ils ne sont pas dans une logique de nuire. Ils croient à ce qu'ils partagent parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme de fabrication de ce contenu-là. Donc, quand nous, lors des formations, on les explique et il arrive même qu'on prenne nous-mêmes des photos, des vidéos qui n'ont rien à voir entre elles et on crée une vidéo à partir de ça pour leur dire voilà comment est-ce que tel acteur ou tel acteur a produit telle information. L'objectif pour nous, c'est qu'ils comprennent comment est-ce que ça se crée pour qu'ils puissent savoir que réellement c'est possible de créer une vidéo à partir des informations qui n'ont rien à voir entre elles, des photos qui n'ont rien à voir avec elles. Donc, on compte pour la bonne foi de ces personnes-là. Et très, très souvent, ça marche très bien. Ils deviennent des alliés et ils deviennent des personnes qui nous écoutent, avec lesquelles on travaille. Alors, Nadine, comment est-ce que vous gérez ce problème de rétablir la réalité
quand on a un contenu qui nous passe entre les doigts finalement, qui va de groupe en groupe, qui est un petit enregistrement audio. Tout le monde n'a peut-être pas entendu le même, il y en a plusieurs qui répètent la même chose. Comment est-ce que vous faites face à ce problème? Avec les autres médias de la région, nous voyons le fake news qui a un peu plus de tendances, qui circule plus sur les réseaux sociaux. Nous cherchons un expert ou un historien ou quelqu'un qui peut donner un peu de lumière pour essayer de contrer ça. Comme ces fake news passent surtout sur les réseaux sociaux, WhatsApp, dans des groupes, surtout sur Twitter aussi, Facebook. Nous repartageons l'information vérifiée sur ce même canal pour essayer de contrer la propagation de ce fake news. Et donc, vous avez des personnes qui sont infiltrées dans ces groupes WhatsApp directement? Dans des groupes WhatsApp, oui, vous devrez comprendre que les fake news sont souvent produites par soit les politiciens, soit les journalistes qui cherchent le buzz. Qui n'utilisent pas leur éthique journalistique dans leur travail quotidien. Alors, ces mêmes personnes sont infiltrées dans des groupes WhatsApp. Alors, on essaye avec les groupes que nous gérons aussi, parce que nous avons des groupes WhatsApp que nous gérons une vingtaine de groupes WhatsApp. Nous essayons aussi de rediffuser la vraie information dans ces groupes afin de mettre fin à la propagation de ces fake news ou de cette désinformation. Concrètement, comment ça se passe, Sally, dans votre formation avec Photofoncam? Comment vous arrivez à outiller les journalistes pour lutter contre la désinformation en langue locale? Ça se passe à travers des sessions de formation, mais à travers une ligne directrice, c'est-à-dire nous on estime il ne faut pas amplifier lorsqu'il s'agit de déconstruire, parce que ça arrive à des moments, c'est-à-dire on pense traiter tous les sujets, c'est-à-dire il y a de ces sujets, lorsqu'on essaye de les traiter, on contribue à leur amplification, donc on leur donne une certaine visibilité et ça crée aussi, ça amplifie la désinformation. Donc, c'est beaucoup plus anticipé, c'est-à-dire pas juste prendre comme critère de vérification le critère de la viralité. Lorsque l'information, elle est déjà virale, pour dire on va s'attaquer à l'infox, non. Il suffit de voir en fait l'information et on a eu la chance quand même de bénéficier d'une certaine expertise de Stéphanie Lamy, peut-être que vous devez connaître, qui est spécialiste des opérations sémantiques, qui a renforcé notre capacité en fait sur un peu une grille d'analyse qu'elle a développée et que nous avons trouvé très très intéressante. En fait, c'est-à-dire que c'est une grille d'analyse qui a 5 colonnes, c'est-à-dire il y a d'abord la conception du message, qui a conçu le message, euh, la diffusion, l'amplification et la transformation. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on analyse une infox qu'on repère ou une information qu'on repère sur Internet, est-ce qu'on peut facilement savoir qui a conçu le message, quels sont les acteurs qui ont diffusé cette information, quels sont les acteurs aussi qui ont contribué à l'amplification de cette information, de cette infox, mais est-ce que aussi on peut s'attendre à une transformation dans la vraie vie? Donc, dire juste on va se baser sur le critère de la viralité sans analyser tous ces contours, parce qu'une infox peut ne pas être virale, mais que cette infox puisse avoir des conséquences néfastes dans la vraie vie. Donc, on essaie le plus souvent de s'aligner sur une telle analyse pour dire, écoutez, cette information-là, elle mérite d'être traitée, mais aussi surtout, qu'est-ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on fait en utilisant les langues locales, la déconstruction, est-ce qu'on ne peut pas aussi de temps en temps partager sur nos canaux des informations des médias locaux? Parce que là aussi, les gens sont à la recherche des informations. Peut-être nous, on a une visibilité sur les réseaux sociaux, dans nos groupes WhatsApp, que ces médias qui produisent du contenu sourcé et vérifié n'ont pas. Est-ce qu'on ne peut pas aussi les aider à relayer en fait ces informations pour contribuer à contrecarrer des éventuels infox que les gens créeraient autour de ces éléments? Donc, nous, on estime qu'aujourd'hui, il faut vraiment allier en fait toutes les actions
essayer de voir tout ce qui est possible, notamment ces langues locales, qu'est-ce qu'on peut avoir, le partenariat qu'on peut avoir avec même ces médias traditionnels, parce que souvent on est sollicité par les médias pour vérifier des éléments visuels et tout ce qui s'ensuit pour les aider techniquement sur certaines choses. Ça, c'est extrêmement important, ce partenariat qui existe et qui se renforce. Mais on veut aller plus loin pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut avoir, notamment, parce que ça, c'est dans les perspectives, avec les radios rurales, c'est-à-dire les radios locales de Guinée. Qu'est-ce qu'on peut les aider pour pouvoir, afin que ces radios-là puissent plus ou moins euh, transcrire ou faire la transcription de nos éléments dans leurs éditions, dans leurs émissions ou en des capsules que nous-mêmes on va produire pour aller plus loin dans la production de contenu. Parce que ce que nous avons remarqué, ça c'est un fait, je ne sais pas, au Mali ou dans la région des Grands Lacs, en réalité, on a très peu de contenu dans nos langues locales. C'est ce qui fait qu'en réalité, ces agents de la désinformation utilisent nos langues locales pour pouvoir intoxiquer les citoyens. Finalement, ça pose le problème de la qualité et la quantité de l'offre médiatique locale en langue locale, qui n'est pas forcément présente. Vous venez de le décrire, en tout cas pour la Guinée. Une question, Aliou. On voit bien que l'oral, la propagation de l'information, que ce soit par les ondes radio, par les vocaux sur WhatsApp, peut-être d'autres techniques aussi sur Internet, d'autres réseaux sociaux, mais apparemment essentiellement WhatsApp, est très important. Mais en même temps, on ne peut pas forcément tout repérer parce que tout ça, ça se passe dans des groupes privés et on a des sphères d'influence qui se croisent. On peut appartenir à plusieurs groupes. Les vérificateurs n'appartiennent pas forcément à tous les groupes. On peut rater aussi des informations qui deviennent virales dans d'autres cercles. Comment est-ce que vous faites ? Alors, comme je le disais, non seulement on a nos vérificateurs qu'on a essayé d'encourager à intégrer des différents groupes WhatsApp, mais on a mis en place, par exemple, un numéro WhatsApp avec lequel le numéro de WhatsApp, on l'a partagé un peu partout, non seulement sur Facebook, mais aussi dans les groupes WhatsApp, pour dire aux gens, écoutez, si vous voyez une fausse information, ou quand vous allez écouter un audio, vous allez voir une vidéo dans votre groupe WhatsApp, si vous ressentez le besoin de vérifier ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter via ces numéros WhatsApp. Et ces numéros WhatsApp, et bien voilà, on reçoit des demandes de vérification via ces numéros WhatsApp dans les langues locales. Et l'équipe qui s'occupe de la vérification de la lutte contre la désinformation à Bembéré est composée de telle sorte que on a les 4 langues dans lesquelles on travaille. On a des gens qui parlent très bien toutes ces langues-là, que ce soit les Bamanakan, pratiquement tout le monde parle. Moi, je parle Peul, on a une personne qui parle Dogon, on a une personne qui parle Soray. Donc, cela fait de sorte qu'on peut traiter ces demandes de vérification venant parfois des personnes qui sont vraiment installées dans les localités très, très éloignées des centres urbains. Donc, non seulement on est dans le groupe WhatsApp, on repère, mais aussi on invite les uns et les autres à nous contacter, à nous envoyer des photos, des vidéos ou des liens, des éléments sur lesquels ils voudraient qu'on intervienne. Et les types de réponses sont à 2 niveaux. Si, par exemple, on a une demande de vérification et qu'on estime que ça mérite un article ou ça mérite une vidéo ou ça mérite une note vocale, on en fait et on partage avec tout le monde. On essaie de partager sur l'ensemble de nos canaux de diffusion pour que telle information a circulé. On a été alerté par tel individu ou par telle personne. Ça aussi, ça permet d'encourager les gens à nous alerter, à nous contacter, de faire citer la personne qui nous contacte, bien sûr avec l'accord de la personne, et toujours. Mais il arrive des cas aussi où on répond directement à la sollicitation parce qu'il y a ce type de demandes qui n'ont pas forcément besoin de faire un article ou de faire une vidéo pour répondre. Parce que, comme disait mon collègue de la Guinée-Conakry, nous en sommes conscients, nous aussi au Mali ici, il y a de ces réponses, il y a de ces fausses informations face auxquelles il faut être prudent. Parce que c'est en les traitant ou en voulant apporter un démenti qu'elles deviennent virales, parce que la personne qui est atteinte même par le démenti n'a pas d'abord vu la fausse information. Donc, elle va chercher à voir la fausse information et revenir sur le démenti. Donc, d'une certaine manière,
par ricochet, on participe à la propagation de cette fausse information. Donc, nous, on tient compte du taux de viralité, c'est très important chez nous, mais aussi de l'impact et les personnes qui sont touchées, et si le contenu est produit, comment est-ce qu'on peut toucher les mêmes personnes qui ont été touchées par la fausse information. Comment est-ce qu'on peut toucher les mêmes personnes avec la vérification? Et là, c'est un point qui est un défi énorme pour nous, mais qu'on essaie de répondre avec nos outils, avec des ciblages en ligne ou en remettant dans les mêmes groupes WhatsApp où on a mis la fausse information, on remet là-bas dans le même groupe la vérification en espérant toucher les mêmes personnes. Alors, en parlant de défis, il y a en ce moment dans l'hémisphère nord une préoccupation importante, c'est la génération de contenu par l'intelligence artificielle. On parlait de l'importance énorme du son, de l'audio sur le continent africain, et on sait aujourd'hui qu'il y a des outils qui sont extrêmement abordables. Hein, pour 5 dollars par mois, on va pouvoir créer une voix artificielle. Est-ce que vous avez déjà vu, parce qu'ils peuvent fonctionner dans une centaine de langues aujourd'hui, est-ce que vous avez vu circuler ou eu des doutes sur la circulation de contenu généré par des IA dans des langues locales? Et est-ce que vous craignez que ce soit un problème sur le continent africain également? Oui, moi, je le crains que ce soit un gros problème. Mais pour le moment au Mali, de mon propre constat, c'est que les types de contenus dans ce sens qu'on a vu, c'est surtout vraiment fabriqué de façon artisanale. Vous savez, ces vidéos qu'on raconte beaucoup, en tout cas au Mali, et j'ai fait la même observation vers le Burkina Faso aussi, ces vidéos dans lesquelles on ramasse des photos qui n'ont parfois rien à voir, et très souvent même, hein, pas parfois, qui n'ont rien à voir entre elles, et on écrit un texte, et ce texte-là est lu par un logiciel. Et c'est vraiment des types de création de contenu vraiment très abordables et vraiment très artisanal. Ils utilisent surtout et très souvent Google Traduct. Ils écrivent un texte et les traducteurs Google, quand vous mettez mode lecture, ça se met à lire le texte et derrière, des images sont collées pour créer un récit, mais toujours à partir d'un contexte, toujours à partir d'un bout d'information. Ils sont très forts et ça marche beaucoup. Les vidéos sont beaucoup consommées et c'est les vidéos créées en français, mais qui sont, comme je le disais dès le départ, traduites dans la langue locale. Donc, pour le moment, on n'observe pas l'utilisation à grande échelle de l'intelligence artificielle, surtout des nouveaux outils ou de nouvelles techniques qui aujourd'hui font débat beaucoup, mais Midjourney ou si vous voulez d'autres outils. Pour le moment au Mali, je n'ai pas observé un cas, mais je sais que le contexte fait que avec très prochainement des élections, des échéances électorales, et un pays qui vit dans une tradition avec beaucoup de défis niveau sécuritaire, niveau sanitaire et niveau politique, c'est clairement les prochains défis les prochains défis face auxquels il faut apporter une solution très rapidement. Sally, du côté de la Guinée-Conakry, est-ce que vous constatez également la propagation de contenus générés par des intelligences artificielles en langue locale dans votre pays? Spécifiquement, comme mon confrère l'a dit, en Guinée également, ce que nous notons, c'est l'usage en fait même de logiciels traditionnels. Je pense peut-être à Adobe Audition qui a une option de lire un texte pour générer une voix. Ça, c'est vraiment, ça se répand, ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup le font et les gens le réutilisent constamment et c'est quand même un peu dangereux par rapport à l'utilisation des nouvelles intelligences artificielles, Midjourney et consorts. Pour le moment, nous ne l'avons pas vu d'abord, nous ne l'avons pas détecté, mais ce qui est évident, ces montages d'images bout à bout sur une voix off, c'est quand même, ça se répand beaucoup et ça se partage beaucoup. Et il y a aussi une sorte de virée peut-être vers des groupes Telegram. Ce que vous êtes en train de dire, c'est presque en écho à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on va aller générer des textes artificiels, mais dits en français, pour les légitimer, entre guillemets, pour faire sérieux, c'est ça ce que vous dites? Exactement, c'est cela. C'est-à-dire, on ne répond pas sur un site internet où on essaie à défaut de concevoir juste une information, et puis on essaie de légitimer cela à travers une voix off, et puis adosser des images qui n'ont rien à voir parfois avec cette fameuse information, et puis qu'on essaie de partager. Maintenant, ce que je disais aussi en amont, c'est qu'on est en train de virer petit à petit, parce qu'avec la limite imposée par Facebook, par WhatsApp sur le nombre de personnes devant être membre d'un groupe, il y en a qui essaient petit à petit de virer sur Telegram.
Donc, ça commence petit à petit aussi à prendre forme là-bas. Et je pense que peut-être le prochain affrontement informationnel, ça peut être sur Telegram, parce que là aussi, ce sont des groupes petit à petit qui se développent avec des nombres d'abonnés parfois très, très élevés, où il faut quand même être beaucoup agile pour pouvoir infiltrer ces groupes. Et comme l'a dit Aliou, en Guinée, moi aussi, c'est que nous aussi, nous créons beaucoup plus. C'est un peu, souvent, quand je discute avec les gens, je ne parle pas peut-être de la transparence des prochaines élections. Moi, je parle beaucoup plus de l'intégrité des prochaines élections que nous allons avoir en Guinée face à ce phénomène de la désinformation. Parce que nous avons vu, même dans les plus grandes démocraties, l'intrusion en fait dans les processus électoraux, c'est un défi majeur. Imaginez des pays des pays moins avancés technologiquement, avec les nouvelles technologies, notamment avec l'intelligence artificielle, avec tous ces développements auxquels nous assistons, les prochaines élections, avec des objectifs et des candidats qui ont des objectifs très différents, et avec aussi la diplomatie d'influence, mais aussi les opérations d'influence, notamment par certaines puissances. Donc, je pense que là, nous, en tant que vérificateurs, en tant qu'acteurs de la lutte contre la désinformation et des opérations sémantiques, nous avons un véritable défi et je pense que relever ces défis, ça commence dès maintenant pour pouvoir véritablement et anticiper sur certaines actions qui risquent de créer des choses non souhaitables dans nos différents pays. Très bien. On sera particulièrement attentif, comme toujours, pendant les périodes électorales, puisqu'on sait que ce sont des périodes particulièrement sensibles au niveau de la création, de la propagation de désinformation, des guerres d'influence, et que ces nouveaux outils qui font un peu peur, il faut bien l'admettre, nous posent à tous de nouveaux défis. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour le 4e épisode de cette 2e saison du podcast d'Odile. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. Tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcast favori. Odile le podcast est une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First. Et le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odile.org, odil.org et sur Twitter, Odile Plateforme.